Bonjour tout le monde. Donc, nous allons voir le colliger du contrôle bis, puisqu'il y a eu deux parties de contrôle. Alors, pour ce contrôle, il y avait un premier exercice qui consistait à choisir la bonne solution parmi celles qui sont proposées et de bien du même vouloir justifier sa réponse pour dire sur quelle base de choix a été fait. Alors, la première question, on a un chiffrement affine de la forme y égale à x plus b modulo 255. On dit quel est le nombre de valeurs valides de A. Vous avez quatre choix. Vous allez choisir une réponse qui correspond à la question. Pour le deuxième, on propose plusieurs modules RSA, et il faut choisir pour dire lesquels sont valides, et bien entendu lesquels qui ne sont pas valides et pourquoi. Dans la question suivante, on a un chiffrement d'El-Gamel, donc quand un chiffré est envoyé vers le destinataire, pourquoi le destinataire euh, peut-il déchiffrer? Est-ce que parce qu'il connaît la clé privée? Est-ce que parce qu'il peut déduire la valeur de K, l'aléa K qui est utilisé dans le mécanisme de chiffrement? Est-ce que cette valeur de K n'est pas nécessaire dans le processus de déchiffrement? Ou bien la valeur de K est implicite? Donc il faut choisir là où les bonnes réponses par rapport à ce qui est proposé. Enfin, vous avez toujours avec El-Gamel si l'homme de milieu a pris connaissance de la valeur de l'aléa K qui a été choisi pour le mécanisme de chiffrement. Est-ce que l'homme de milieu ne peut rien faire avec cette information, ou bien il peut déchiffrer le chiffré, donc et obtenir le message en clair, ou bien est-ce qu'il peut déduire la clé secrète? Donc, il faut choisir la bonne réponse et la justifier. Donc, on passe à la correction de cet premier exercice. Donc, pour un chiffrement affine qui est de la forme y à x plus p modulo 255, donc on sait que ce chiffrement, pour qu'il soit valide, il faudrait qu'il admet un chiffrement inverse pour pouvoir déchiffrer. Et donc, pour pouvoir déchiffrer, il faudrait que la valeur de A soit inversible. Et donc, si la valeur est inversible, ça veut dire quoi? Tout simplement que la valeur doit être première avec le modulo 255. Et donc, naturellement, quelles sont toutes les valeurs que peut prendre le A? C'est toutes les valeurs qui sont inversibles modulo 255, c'est-à-dire il suffit de calculer phi de 255, donc on décompose le 255 en facteur premier, et donc ça nous permettra de faire le phi de P fois Q, etc. Donc le reste, c'est le produit de P-1 fois Q-1 fois R-1, donc ce qui donne 128 valeurs valides de A. Pour la question suivante, parmi les modulos, lesquels qui sont valides? Alors on prend le premier, automatiquement il n'est pas valide. Pourquoi? Tout simplement parce que le modulo c'est 60, 60 c'est 6 fois 10. Or le modulo de RSA c'est le produit de deux nombres premiers, donc du coup il est éjecté. Pour le deuxième, c'est 391, ce modulo à vrai dire c'est 17 fois 23. Donc son phi de n c'est quoi? C'est 16 fois 22. Or, la clé publique, il faudrait qu'elle soit première avec phi de n. Or, phi de n ici, c'est 16 fois 22. Le 11, il n'est pas premier avec 22, donc automatiquement, c'est un truc à rejeter. Par contre, pour le troisième, c'est toujours la même valeur, mais 13, il est premier avec 16, et il est premier aussi avec 22, donc c'est une clé qui est valide. De la même manière aussi, pour le troisième, 77 qui est égal à 7 fois 11. Donc, le phi de 77, c'est 6 fois 10 qui est 60. Le 7 est bel et bien premier avec 60. Et donc, c'est une clé valide. Pour la troisième question, pourquoi le destinataire d'un message chiffré par l'algorithme Gamel peut le déchiffrer? Ben, naturellement, dans le mécanisme de déchiffrement, on est obligé de posséder la clé secrète pour pouvoir le déchiffrer. Donc là, ça veut dire qu'il peut déchiffrer parce qu'il connaît la clé privée. Alors, il peut déduire la valeur de K? Non, la valeur de K, elle est cachée, donc impossible de la retrouver. Par contre, la valeur de K, on sait qu'elle n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elle est portée implicitement dans, si on a un chiffré composé du couple C1, C2, K est implicite déjà dans le calcul de C1, elle est aussi implicite dans le calcul de C2, puisque dans C1, c'est G à la puissance K,
Et dans ces deux, c'est M fois A, la clé publique à la puissance K. Donc implicitement, elle se trouve à l'intérieur. Et automatiquement, quand on veut déchiffrer, on n'a pas besoin d'exprimer le K. Le K, il va de facto s'éliminer de lui-même, étant donné que pour le déchiffrement, on calcule la valeur de C2 fois C1 à la puissance moins S, où S est la clé secrète. Et du coup, à l'intérieur, la valeur, elle est implicitement utilisée et implicitement, elle va disparaître. Donc ça, c'est ce qui permet de choisir les bonnes réponses, qui sont les trois bonnes réponses dans cette question. Enfin, pour l'homme du milieu concernant Al-Gamel, donc s'il a pris connaissance de l'aléa K, bah, automatiquement, il peut utiliser cette valeur pour pouvoir déchiffrer le message qu'il a intercepté. Pourquoi? Parce que s'il connaît l'aléa K, on sait qu'il connaît la clé publique. A, comme son nom l'indique, elle est publique. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut calculer 1 à la puissance K, donc ça lui donne une certaine quantité. Ensuite, il suffit de trouver l'inverse de cette valeur, modulo P, et on sait que C2, c'est quoi? C'est M fois 1 à la puissance K. Donc il suffit de multiplier C2 par 1 à la puissance moins K, ça permettra d'éliminer un peu le masque du message, et automatiquement on obtiendra le M. Alors pour l'exercice 2, ce qui est proposé, c'est de modifier un algorithme de gestion de clés, donc, qui a été vu en TD. Donc ce protocole qui permet le partage d'une clé, à vrai dire, il se base sur un mécanisme de verrouillage, ce qu'on appelle un double verrouillage, en utilisant des valeurs secrètes pour A et pour B. Donc l'idée, pour rappeler, c'est A qui choisit une clé de session, donc il va la verrouiller par une de ses clés secrètes. Il envoie à B, B il va mettre aussi son verrou. Ensuite, il remet ça à A. A, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever son verrou. Et donc, automatiquement, il remettra le résultat à B. B, par la suite, va enlever son verrou. Et donc, du coup, il va retrouver la clé de session qui est proposée par A. Alors, maintenant, ce qu'on vous dit, c'est au lieu que A et B utilisent euh, des, euh, des clés secrètes qui leur sont propres avec leur inverse, automatiquement, au lieu d'utiliser ça, on va utiliser les clés asymétriques de A et de B. Alors, quand on dit clé asymétrique de A et de B, ça voudra dire que A possède une clé privée et une clé secrète, et de même pour B qui possède une clé privée et une clé secrète. Donc maintenant, quelle est l'information qui est partagée par A et B pour que ce protocole fonctionne? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelles sont les informations conservées secrètes par chaque partie? Troisièmement, on décrit et on explique le fonctionnement de ce protocole en utilisant les clés asymétriques. Et en dernier lieu, on vous dit expliquer le fonctionnement d'une attaque de type homme du milieu sur ce protocole s'il y a un mauvais usage des clés asymétriques. Alors, bien entendu, dans ce protocole, quelles sont les valeurs partagées? Ben, tout simplement, ce sont les clés publiques de A et de B. Donc, il faudrait qu'elles soient partagées. Limite extrême, il suffit qu'on partage les certificats de l'un et de l'autre. Automatiquement, chacun prend possession prend connaissance de la clé publique de l'autre. Par contre, quelles sont les informations qui doivent rester secrètes? C'est les informations qui sont dite clé secrète, chacun doit garder secrètement sa clé secrète. Alors ce mécanisme, effectivement, ça va se passer de la même manière sur un mécanisme de double verrouillage. Donc à un moment donné, c'est le A qui verrouille, ensuite le B qui verrouille, ensuite le A qui va déverrouiller, et en fin de partie, c'est B qui va déverrouiller, et donc il prendra connaissance de la clé secrète. Maintenant, comment se fait le verrouillage? Automatiquement, si tu veux verrouiller A, pour verrouiller, donc il va chiffrer la clé de session par sa clé publique. Et on sait que s'il chiffre avec sa clé publique, personne d'autre ne pourra la déchiffrer. Pourquoi? Parce que dans le mécanisme asymétrique, seul A connaît la clé secrète et donc il peut déverrouiller. Et donc, à un moment donné, A va chiffrer avec sa clé publique, il envoie à B, B de la, il va faire autant, il va la chiffrer avec sa clé publique et il renvoie à A. A va déverrouiller, donc il enlève son verrou avec sa clé secrète et il renvoie à B.
Donc B, par la suite, va déverrouiller grâce à sa clé secrète. Et automatiquement, il prendra connaissance de la clé de session qui sera partagée entre les deux. Maintenant, si on va utiliser ce mécanisme d'une manière qui est erronée, il y a plusieurs manières, parmi lesquelles la plus simple, la plus triviale, c'est quoi? C'est A, il va verrouiller, mais il verrouille avec quoi? Avec sa clé privée. Et il va l'envoyer vers B. Bah, automatiquement, s'il verrouille avec sa clé privée, tout un chacun peut déverrouiller grâce à sa clé publique. Donc, C qui intercepte, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, il va verrouiller avec sa clé, je dirais, publique, ou bien sa clé secrète, peu importe, et ça permettra effectivement d'avoir une clé de session qui sera partagée entre A et C. Et d'une manière similaire, le C, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer une autre clé de session K', qui va verrouiller avec sa clé publique et l'envoie vers Bob, la deuxième partie, et l'échange va se faire, et en fin de compte, l'homme du milieu va se retrouver avec deux clés intermédiaires, une partagée avec A et l'autre partagée avec C, donc il pourra par la suite prendre connaissance de tous les échanges qui seront entre A et B. Alors, troisième exercice, c'est par rapport à Algamel. Donc, on vous donne les paramètres de Algamel, P, G et la clé publique. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de trouver, de pouvoir trouver le texte en clair du message C1, C2, où C1, c'est 64 et 79, qui est envoyé à Bob. Mais là, on vous dit, c'est sans trouver la clé privée. Donc, c'est vrai, là, les modulos, ils sont, je dirais, réduits. On peut toujours prendre la force brute pour essayer de faire tous les calculs et ça nous permettra de pouvoir même trouver la clé secrète et de pouvoir déchiffrer. Donc là, on vous dit, intuitivement, c'est d'essayer de casser celui-là sans la connaissance de la clé secrète, donc sans pour autant chercher. À vrai dire, si on fait le lien de cette partie-là, c'est cette question, elle est liée par rapport à une question qui a été posée dans le premier exercice, c'est-à-dire implicitement, c'est que tu prends connaissance de l'aléa K et tu pourras l'utiliser pour pouvoir le déchiffrer. Ensuite, la question suivante, c'est de trouver la clé privée. Et en dernier lieu, ce qu'on vous dit, c'est vous avez El Gamel, donc vous avez le M qui est un message, et vous allez le chiffrer maintenant d'une manière un peu différente. Donc vous n'avez pas chiffré le M, mais vous chiffrez à vrai dire l'exponentielle, donc ce qu'on appelle El Gamel exponentielle. Donc au lieu de chiffrer le M, je chiffre le G à la puissance M. Euh, donc montrer que lorsque vous interceptez un texte chiffré, d'un message M, vous pouvez toujours changer le message M en imprime en utilisant imprime est égal à dizaine. Et donc, ça vous permettra de réaliser, je dirais, le chiffrer pour intercepter le message et pouvoir le changer. Et ça va être quelque chose de tout à fait correct. Alors, pour la première question, c'est quoi? C'est que on vous a donné C1, C2. Donc, C1, si vous voyez, c'est 64 et C2, c'est 79. Donc, pour tout informaticien, implicitement, les valeurs qui sont les puissances de 2, elles sont en tête pour tout informaticien. Et on sait que 64, c'est quoi? C'est une puissance de 2, étant donné que ben, le générateur utilisé, c'est le 2. Donc, automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris connaissance de l'aléa K. Donc, C1, c'est quoi? C'est G à la puissance K. Et là, comme C1, c'est 64, ça veut dire j'ai pris connaissance de K qui est égal à 6. Ben, automatiquement, ce que je peux faire, je peux automatiquement trouver, je dirais, la valeur de M, puisque C2, c'est quoi? C'est A à la puissance K fois M. Or, ici, j'ai la valeur de C2.
Donc, 1 à la puissance k fois m est égal à 79, je vais essayer de remplacer par les valeurs. A, je le connais, c'est la clé publique, c'est 11. Ensuite, ça me donne 21 fois m égale à 79. Et là, je sais que dans l'arithmétique modulaire, pour pouvoir faire disparaître le 21, il suffit de calculer son inverse. Je calcule son inverse et automatiquement, ça me permettra de trouver le message m. Alors maintenant, pour retrouver la clé secrète, bah, tout à fait ce qu'on fait, on essaye de faire des puissances modulaires successives jusqu'à aboutir à la valeur qui me donne, je dirais, la valeur de A. Donc, automatiquement, ça me permettra de trouver quelle est la puissance qui correspond à cette valeur. Donc, automatiquement, ici, je peux retrouver la valeur de S. Alors, pour le dernier, je suis en train de faire, j'ai un chiffré qui est celui de M, donc je connais les formules de C1, C2. Maintenant, si je prends M' égale à 10m, donc son chiffré, c'est quoi? C'est C1' et C2'. Donc, il suffit de prendre C1' comme étant égal à C1 à la puissance 10 et C2 qui est égal à C2 à la puissance 10. Et donc là, si vous essayez de remplacer par les valeurs, vous allez trouver que C1 par sa valeur, c'est G à la puissance K à la puissance 10, l'autre c'est A à la puissance K fois G à la puissance M, le tout à la puissance 10. Donc vous intégrez les puissances, donc qui sera le produit des puissances. Donc je trouverai G à la puissance K 10 fois K, et je trouvais A à la puissance 10k fois G à la puissance 10m. Et donc, automatiquement, ce schéma-là, il est sous la forme G à la puissance k' fois A à la puissance k' fois G à la puissance 1'. Donc, il suffit effectivement de prendre 1' est égal à 10m et de prendre l'aléa k' comme étant égal à 10k. Et donc, ce qui vous permet d'avoir la solution des 3 exercices. Ceci termine ce cours.